Aujourd'hui, c'est bien le 8 mars. De multiples initiatives un peu partout dans l'île pour marquer la journée des droits de la femme. L'Union des femmes de la Martinique et une intersyndicale manifestaient d'ailleurs ce matin à Fort-de-France. Et au cœur des préoccupations, la précarisation des femmes qui sont inquiétées, notamment par rapport à cette réforme des retraites. Aurélie Troyer est allée rencontrer d'ailleurs certaines femmes dans ce défilé. À l'heure où la réforme des retraites inquiète toute une partie de la population, les femmes le sont encore plus. Il faut dire qu'avec le temps partiel subi, les congés maternité et les inégalités salariales, les disparités se creusent au moment de la retraite. C'est elles qui sont plus nombreuses dans la précarité, c'est elles qui sont plus nombreuses à être au chômage, c'est elles qui subissent des salaires inégaux par rapport à des hommes qui occupent les mêmes fonctions et donc elles seront amenées à travailler plus longtemps. Nous savons que les femmes sont les plus concernées, seront les premières victimes de cette réforme et que, parce qu'elles ont des parcours hachés, parce qu'elles ont des salaires qui sont plus bas, parce qu'elles ont quelquefois l'impossibilité de cumuler les trimestres et que déjà aujourd'hui, elles partent plus tard que l'âge minimum. Et dans quel état? Et de plus en plus fatiguées et de plus en plus mal. Ensemble mobilisés, associations de défense de droits des femmes et syndicats, avec dans le cortège toujours plus d'hommes et des étudiants qui luttent contre toutes les formes d'inégalité. Ce que défend en tout cas notre syndicat, c'est l'humanisme et c'est donc l'égalité entre les hommes et donc les femmes sont des humains. Et naturellement, c'est parfaitement normal de défendre les droits des femmes. La réforme des retraites, un coup de plus porté à l'égalité entre les hommes et les femmes. Une raison de plus pour se mobiliser en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et parmi les manifestations du moment autour de ce 8 mars, il y a aussi ces semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, opération d'envergure nationale qui consiste à booster l'ambition des jeunes filles via des exemples de réussite au féminin, mais aussi de montrer aux jeunes garçons l'importance de la mixité. L'action se déroule en milieu scolaire et cela jusqu'au 24 mars prochain. Et puis l'occasion de revenir aussi sur l'histoire du féminisme en Martinique avec des portraits de femmes d'hier et d'aujourd'hui, témoins et militantes pour que l'implication des femmes dans la société continue à faire mieux tourner notre monde. Cyril Soumier et Marc-François Calmont. C'est dans cette maison située dans ce qui s'appelait à l'époque la rue du Commerce à Fort-de-France qu'est prononcé le 31 mars 1931 le tout premier discours 100% féministe. Il est signé de la franc-maçonne Claude Carbet, qui réclame notamment le droit de vote pour les Martiniquaises. Pourquoi les lois qui régissent l'humanité sont-elles élaborées par des assemblées masculines? Pourquoi des jurys d'hommes pour juger des femmes dont ils n'arrivent jamais à comprendre tous les replis de l'âme? Et pourquoi des ignorants, des ivrognes, des malades et des incapables sont-ils électeurs et éligibles, alors que tant de femmes distinguées sont systématiquement écartées? Le discours est révolutionnaire, mais les femmes n'ont pas attendu le XXe siècle pour devenir actrices de leur histoire. Dès le début de la traite négrière, elles jouent un rôle primordial dans la résistance à l'oppression. Ce sont elles qui souvent faisaient le relais dans cette période-là, parce qu'elles étaient dans les maisons, elles écoutaient, elles entendaient ce qui se passait, elles étaient près des paquebots, et ce sont elles qui portaient la parole pour les esclaves qui s'organisaient déjà. Après l'abolition, les associations d'esclaves dans lesquelles les femmes organisaient la solidarité se transforment en sociétés de secours mutuels, alors que les conditions de vie sont très difficiles, en particulier pour les travailleuses. Dans ce contexte sont créées les premières associations ouvrières comme la Corporation des charbonniers et charbonnières, des ancêtres des syndicats dont les directions sont encore exclusivement réservées aux hommes. Pour être au conseil d'administration, il faut savoir lire, écrire, faire les chiffres, etc. Donc ça veut dire que ce n'était pas très ouvert aux femmes, les conseils d'administration, parce qu'elles n'étaient pas censées pouvoir faire tout ça, surtout des femmes ouvrières à l'époque. Face aux injustices de genre, la pensée féministe s'organise. À Saint-Pierre, une certaine Irma Cessette, présidente d'une société de secours mutuel, commence à rédiger un livre entièrement consacré à cette cause, un projet contrarié par l'éruption de la Pelée. Déjà là, il y a cette tradition où on pose effectivement, dès 1901, la question de l'égalité des droits, sur la question des salaires et des conditions de vie des femmes. La graine est semée. En 1919, en pleine campagne électorale, le député Joseph Lagrosilière se prononce pour le droit de vote aux femmes, 12 ans avant la grande sortie féministe de Claude Carbet.
Un an après, les femmes de la Caraïbe anglophone deviennent électrices. Cela donne des idées. C'est ainsi qu'est créée l'Union des femmes de Martinique par Jeanne Léraud. Issue de la classe moyenne, cette militante communiste commence par s'intéresser à la détresse sociale dans les quartiers populaires. La création de l'Union des femmes est accompagnée par le journal Justice, dans lequel Jeanne Léraud rédige une série d'articles très orientés durant l'année 1944. En avril 1944, le droit de vote est finalement accordé aux femmes qui participent massivement aux élections mais restent quasiment absentes des conseils municipaux. Tant que cette société, qui est une société patriarcale, basée plus sur le profit que sur l'humain, nous aurons à parler du 8 mars. Cette date a en effet été retenue pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Elle est reconnue officiellement depuis 1977 par les Nations Unies et depuis 1982 par le gouvernement français. Et toujours en rapport avec ce 8 mars, on en vient à cet incident hier à l'Assemblée nationale. Un moment rare dans l'hémicycle, une députée de la majorité a fondu en larmes alors qu'elle défendait au micro un texte lié aux violences conjugales pour rendre inéligibles des députés condamnés pour de tels faits. Je sais de quoi je parle, a-t-elle dit, et cela devant tous les parlementaires. Hugo Capelli. Une députée au bord des larmes. Aurore Berger tente de défendre sa proposition de loi qui vise à rendre inéligibles les personnes condamnées pour violence. Je vais essayer de conclure. Soutenue par ses collègues qui se lèvent et l'applaudissent. L'émotion l'étreint. Quand de leur côté, les oppositions l'accusent d'instrumentaliser la cause des femmes et de faire un coup de communication suite au retour du député insoumis Adrien Quatennens dans l'hémicycle. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, Madame Obono, ça suffit, s'il vous plaît. Vous arrêtez d'interpeller Madame la rapporteure. Mais entendre intervention après intervention, remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat, comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Hier soir, la séance a été très tendue. Quelques instants plus tôt, Éric Dupond-Moretti avait suscité un tollé après avoir adressé 2 bras d'honneur au chef des députés LR. Un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... À cause de ces gestes, Aurore Berger sait qu'elle ne trouvera pas de majorité sur ce texte. Il sera finalement rejeté. Même ses alliés du Modem et d'Horizon ne l'ont pas soutenu.